Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes le jeudi 14 novembre et comme chaque jeudi, c'est Jeudi Tout. Bonjour Olivier Jalaguier. Bonjour Abdel. Je dirais même bonsoir Olivier Jalaguier puisqu'il est un petit peu plus de 18h. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau comme chaque jeudi, conseiller expert en communication politique et on revient sur 3 sujets d'actualité ensemble. On y va pour le premier sujet ? On y va. Allez, on va parler pour ce premier sujet de l'interdiction du livre de Jordan Bardella dans les gares. Alors comme toujours, je contextualise un petit peu, il n'y aura pas donc de publicité pour le livre de Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national dans les gares SNCF, puisque le président depuis crie à la censure alors que la régie Média Transport explique ne faire qu'appliquer un principe de neutralité politique. Alors à la fois, Olivier, avant de vous donner la parole, on peut quand même dire que Jordan Bardella se fait une belle publicité à peu de frais à travers cette polémique, non ? Oui, il utilise tous les moyens, il a raison. Alors il faut quand même préciser que ce principe effectivement existe. Et j'en ai fait les frais à titre professionnel. Ah bon ? Je vous expliquer dans quelles conditions. Donc effectivement, il existe. Il y a, on était dans, je pense en 1999 ou 2000, je travaillais à cette époque-là pour Jean-Paul Fournier, candidat à la mairie de Nîmes. Donc ça faisait déjà pas mal de mois et d'années qu'il travaillait son projet. Et donc il avait décidé de lancer un appel aux Nîmois dans la presse. Et l'idée était d'acheter une pleine page de Midi Libre pour dire son projet. Voilà. Donc, on a monté le document, on s'est rapproché de Midi Libre, on a fait l'achat d'espace. Et 2 jours avant la parution, la direction régionale de Midi Libre nous a appelé pour nous dire qu'elle ne paraîtrait pas. Parce que ils arguaient de ce principe-là de neutralité. De communication politique. De neutralité politique, en fait. Voilà, de communication politique. Alors, c'est pas la communication politique qui est interdite, c'est la neutralité. C'est-à-dire que ils décident, sans justifier, ils n'ont pas besoin de justifier le choix de faire paraître ou de ne pas faire paraître. Après, c'est pas que Midi Libre, hein. C'est toute la presse qui après peut décider effectivement de leur choix. Alors là, en l'occurrence, Média Transport, je crois que c'est eux, l'afficheur, qui communique dans les gares et dans les couloirs du RER et du métro, a décidé de ne pas faire la promotion du livre de Jordan Bardella. Ce qui est plus surprenant, alors là, jusque-là, ils sont dans leur droit. Ce qui peut être plus surprenant, pas forcément sur le plan du droit, mais sur le plan de la morale, c'est pourquoi on autorise celui de Sarkozy, celui de Ségolène Royal et pas celui de Jordan Bardella. Voilà. Et dans le fond des choses, sur ce livre, ça paraît un peu surprenant. Il est un peu jeune pour faire son autobiographie, non ? Mais quel homme politique qui a de l'ambition n'a pas écrit, parce qu'écrire, il s'est fait aider par d'autres journalistes d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut quand même s'étonner, il est un peu jeune, non, pour faire une autobiographie ? Parce que vous dites d'autres hommes politiques l'ont fait, ils l'ont fait à 50 ou 60 ans. Est-ce qu'à 30 ans, on a une vraie expérience politique pour se permettre d'écrire un livre de 200 ou 300 pages ? Alors, non. Par contre, il y a forcément la rencontre avec un public. Il y a forcément la rencontre avec un public, ce qui veut dire que il y aura des rentrées de royalties pour le pays, pour le parti, pardon, excusez-moi. Oui. Pas tout de suite. Il en faudrait pour le pays. et puis surtout, voilà, c'est une campagne qui coûte 0 et qui rapporte pas mal, et avec possibilité de faire des émules derrière. Il y a des gens qui sont fans. On voit le personnage. Le personnage ne laisse pas indifférent. Il est différent de Marine Le Pen, donc pourquoi pas en profiter ? Deuxième sujet de cette semaine, vous vouliez revenir sur ce sujet, Olivier, ces 2 affaires dont le traitement médiatico-politique, selon vous, en dit long sur l'état de notre société. Alors c'est l'affaire de Philippine, cette étudiante de 19 ans qui a été retrouvée tuée au mois de septembre dernier. C'est un Marocain récidiviste âgé de 22 ans qui est le principal suspect, qui a été arrêté à Genève ensuite et qui a refusé son extradition.
avant les faits, il faut rappeler qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et puis enfin, il y a l'histoire de ce petit Santiago, c'est un nourrisson prématuré qui a été enlevé par ses parents. Ils ont été retrouvés à Amsterdam dans une chambre d'hôtel après une traque de plusieurs jours. Là aussi, même discipline avec une demande d'extradition. Et là, cette fois-ci, jeudi dernier, la mère a été remise aux autorités françaises. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet, Olivier ? Je suis abasourdi. Je suis abasourdi par les deux sujets et je suis abasourdi par la concordance de ces deux sujets qui fait que ça montre la société qui marche à l'envers, selon moi, à travers ces deux sujets-là. On a pour cette pauvre Philippine, son meurtrier présumé, on va dire présumé, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, qui était un OQTF. On connaît la problématique des OQTF qui ne sont, dans la majorité des cas, pas exécutés. Donc quelqu'un qui doit quitter le territoire et qui ne l'a pas quitté. Il se rend présumé coupable d'un assassinat, d'un meurtre sur cette jeune femme, viol et meurtre, et il se réfugier à l'étranger. Alors qu'on lui demande de quitter le territoire, il ne le fait pas. Par contre, il commet un méfait et il le quitte. Et non seulement il le quitte, mais en plus, non seulement il le quitte, mais en plus, on lui demande s'il veut bien regagner la France. Et il dit non. Donc, quand on lui demande de partir, c'est non. Mais quand il veut, lui, partir, il part. Et en plus, il faut lui demander l'autorisation de revenir. Mais où on est, quoi. Et sur le petit Santiago ? C'est ça, l'Europe. Et sur le petit Santiago ? C'est la première des réflexions. Donc, il faut bien tout reconstruire là-dessus, parce qu'il y a un gros boulot. Le petit Santiago. Là, pour le coup, on est dans... moi, ce qui me gêne avec le petit Santiago, c'est le traitement médiatique et presque judiciaire qui est fait aujourd'hui. Entendez-moi, on parlait du meurtrier de Philippines. Lui, il s'en va à l'étranger. Et on dit, il faut le ramener, il faut qu'il soit jugé en France, etc. Mais il a le droit, on rappelle ses droits, etc. Le petit Santiago, c'est un enfant qui est né très prématuré, de parents qui visiblement n'ont pas la capacité à l'élever, puisque le procureur avait demandé, je ne sais plus le terme précis, mais une mise en placement provisoire pour qu'il ne puisse pas être encadré par ses deux parents à sa sortie après l'accouchement. J'imagine, je ne connais pas les parents, mais j'imagine qu'ils n'ont pas tout leur sens pour qu'on puisse faire un tel placement. Mais de ne pas avoir tous ces sens, ça ne veut pas dire ne pas être dépourvu d'amour. Et on en voit tous les jours. On fait une alerte enlèvement. Mais habituellement, les alertes enlèvement, c'est dans le cas de violeurs ou de couples où ça se passe pas bien, où on se déchire la garde des enfants. C'est ça les alertes. Ou de femmes en mal d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants. C'est ça 90% des alertes enlèvement. Là, on fait une alerte enlèvement contre les propres parents de l'enfant qui ont récupéré leur enfant. Alors après, Olivier, ça a été fait aussi. Il fallait le récupérer pour des raisons médicales. Exactement. Il avait que quelques heures à vivre. On l'a retrouvé 8 jours après, visiblement, en bonne santé et dans une clinique. Certes, à l'étranger. Ça ne fait pas d'eux bien sûr qu'il va falloir qu'il passe devant la justice et qu'il s'explique. Mais on ne peut pas dire, comme l'ont écrit beaucoup de journaux, bien sûr sur les faits, on peut le dire. Mais c'est une honte d'écrire ça reste les parents de cet enfant. Encore la réclusion criminelle à perpétuité parce qu'ils ont fait un acte d'amour pour récupérer leur enfant. On l'a entendu. La réclusion criminelle à perpétuité, on se rend bien compte. Olivier, dernier sujet pour cette semaine. Vous vouliez revenir sur la parité en politique. En fait, c'est que nous avons une conseillère municipale déléguée à la jeunesse à Alès, désormais forte de 10 ans d'engagement politique. Elle s'appelle Mérine Debière et elle a abordé l'autre jour dans les colonnes d'Objectif Garçon des Tours les enjeux de la parité. En fait, elle dit, contre toute attente peut-être, que la parité, ça n'a pas vraiment aidé les femmes et que personnellement, elle est contre. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est facile de le dire une fois qu'on est élu. Parce que si elle est élue, c'est parce qu'il y a la parité. Oui.
la parité, elle n'a pas permis, il ne faut pas se tromper sur la parité. La parité, elle le permet, bien sûr, elle fait entrer la moitié de femmes sur une liste, par exemple. La moitié des élus sont des femmes, hommes-femmes. Mais ce n'est pas pour les élus femmes qu'elle a été créée, la parité. Le législateur, il n'a pas fait ça pour les élus femmes. Il a fait ça pour que la représentation nationale et locale soit épouse la population. Donc c'est fait pour la population. Et que les femmes se sentent représentées aussi par des femmes. Pas pour les femmes élues. Donc, mais après, elle a le droit d'être contre le principe des quotas. Oui, mais on a le droit aussi de dire, on se moque bien de savoir que si les femmes se sentent bien ou pas. Et il faut comprendre que... je prends un exemple qui est totalement différent. Un avocat. Il y a plusieurs façons d'être avocat. Soit on passe le concours, soit on le fait par les parcours autres. Ceux qui ont passé le concours, ils se reconnaissent entre eux. Quand ils voient arriver un avocat qui n'a pas passé la voie normale, entre guillemets, ils lui demandent de faire ses preuves. Ils ont un œil plus suspicieux, ce qui est normal. Quand des élus hommes, parce que c'était 90% avant la parité, quand ces élus hommes voient arriver des contingents de nouvelles jeunes femmes, c'est normal, c'est humain en tout cas, je dis pas que c'est normal, mais c'est humain de regarder avec un œil un peu plus suspicieux parce que cette voie royale qui leur a été offerte, eux ne l'ont pas eue. Parce que la politique est un monde cruel. Pour être élu, il faut se battre. Merci beaucoup Olivier, encore une fois d'avoir été avec nous. Cette semaine on se dit à jeudi prochain. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. On va remercier Romain Cura pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi. Alors lundi à 12h30, notre invité c'est Julien Sugier. Julien Sugier c'est le fondateur de Météogare. Donc on va parler bien évidemment des différents changements climatiques. Et puis le soir dans l'émission on recevra Fabrice Verdier. C'est le président du Pays d'Uzès. Passez un très bon week-end. À lundi, 12h30.